Bonjour à tous, c'est Patricia. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette vidéo et très honorée aussi aujourd'hui d'être accompagnée par Cindy Guis. Un grand merci Cindy d'avoir accepté de m'accorder ce temps et cette énergie pour faire cet entretien. Merci d'avoir fait toute la route depuis la Belgique. Avec grand plaisir, même si je me serais bien évité quelques petits aléas. Ouais. Bon. Et merci à toi du coup de t'être adaptée aussi à mes changements d'horaire. Voilà. Mais parce que je tenais beaucoup à te rencontrer et à faire cet entretien avec toi et récolter ton témoignage et ton parcours parce que c'est un parcours qui pour moi est super inspirant et va parler à beaucoup de personnes, voire à toutes les personnes qui vont nous écouter et même celles qui ne vont pas nous écouter en fait. Un parcours où la vie privée et la vie professionnelle en fait ont été intimement mêlées très tôt et ont évolué pour t'amener aujourd'hui à faire ce qui te correspond vraiment, ce qui t'éclate. Puisqu'aujourd'hui tu es coach, tu es auteur, tu es blogueuse, tu es conférencière. Et le nom de ton blog, ainsi que le titre de ton deuxième livre, c'est ta marque, c'est ton message qui est j'arrête d'être parfaite. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, si on reprend l'histoire au tout début, faut remonter très loin, je crois que... C'est ça, au début. Voilà, toi-même tu sais pas exactement quand, mais il y a cette première date déjà très marquante quand tu as 4 ans et que tu remportes ton premier concours national de piano. Rien que ça. Oui, c'est vrai. Alors j'imagine bien que quand on fait de la musique à un tel niveau, il faut être perfectionniste, que la musique ne supporte pas les fausses notes. C'est ça. Mais que ce perfectionnisme-là, toi, il a envahi tous les domaines de ta vie. Oui. Alors, pour qu'on comprenne bien cette notion de perfectionnisme, est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemblait la vie de Cindy la parfaite? Cindy la petite fille parfaite. Alors déjà, elle ressemble à... c'est vraiment la caricature de la petite fille avec les chaussures vernies, les collants blancs. Je ramenais pas un collant troué à la maison. C'est-à-dire le collant changeait parce que j'avais grandi, pas parce que je l'avais troué. La petite robe en velours avec un tissu un peu noble, toujours bien repassé, les cheveux très longs, le petit nœud, le petit ruban dans les cheveux. Ça c'est vraiment, quand on voit les photos, c'est vraiment la petite fille que j'étais. Et puis mon quotidien, c'était en dehors de l'école, mon temps libre d'enfant, c'était travailler au piano et construire cette carrière en fait, de me dire plus tard, j'étais jamais dans le moment présent, j'étais toujours dans le toute petite de me dire je dois préparer mon avenir et je dois avoir une carrière de pianiste. Donc il fallait que je travaille dur et que je fasse mes gammes et mes arpèges. Et alors que les enfants de mon âge s'invitaient pour des goûters d'anniversaire ou jouaient tout simplement au toboggan sur la place du quartier ou apprenaient à se salir, à escalader un muret ou je ne sais pas, moi je faisais mes gammes et mes arpèges quoi. Enfin, voilà, j'étais au piano en me disant non, moi je suis pas dans le moment présent, je suis dans l'avenir et dans cette carrière de me créer d'être pianiste. C'est ça. D'où ça vient qu'une petite fille pense en termes de carrière? C'était quelque chose de familial ou bien ça? Alors j'ai grandi dans une famille où la musique était présente au quotidien et je pense que j'ai très vite compris que c'était une manière pour moi, je pense qu'il y en avait d'autres aussi, mais j'ai compris que c'était une manière pour moi de rendre fière ma famille. Et donc, parce que lié au perfectionnisme, ce qu'on veut vraiment, véritablement, c'est être aimé. On veut être parfait aux yeux des autres parce qu'on veut être aimé. Et donc moi, c'était ma stratégie pour être aimée. Très vite, j'ai compris que si je voulais être aimée, j'aurais pu trouver d'autres moyens, mais je suis allée à fond là-dedans. De me dire, comme ça, je vais être aimée et puis on va être fiers de moi. Et voilà, je vais briller aux yeux de ma famille et des gens de qui je voulais attirer le regard, quoi. Voilà. Et alors, quand, à quel moment, pourquoi est-ce qu'il se provoque un déclic où tu décides d'arrêter d'être parfaite? Le déclic, c'est parce que ça a pris toutes les sphères de ma vie. J'ai grandi comme ça et donc c'était le perfectionnisme dans mon assiette, le perfectionnisme dans ma garde-robe, le perfectionnisme dans mon agenda, le perfectionnisme dans mes relations. Et quand je suis devenue maman, c'était vraiment juste plus possible. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment perdu le contrôle. Tout ce que j'ai gardé sous contrôle, ça a explosé parce que j'étais plus capable. Déjà, je pense que j'étais épuisée. C'était vraiment épuisant d'avoir une vie comme ça sous contrôle dans toutes les sphères de ma vie. Et là, j'ai pété un plomb en fait. J'ai fait un burn-out et je me suis dit que c'était pas moi, c'était pas la vraie vie.
Et ça a été un déclic, j'ai demandé de l'aide. Alors ça aussi, demander de l'aide quand t'es perfectionniste, c'est... Non, enfin, tu dois pas montrer que t'es faible, tu dois pas montrer que t'es vulnérable, et tu dois dire j'ai besoin d'aide, de le dire en parole et en acte, de le montrer. C'est vraiment déjà c'est un premier pas en fait pour se libérer du perfectionnisme, d'être capable de dire j'ai besoin de quelque chose, j'ai atteint une limite, je me sens vulnérable et j'ai besoin que quelqu'un intervienne. Et donc j'ai demandé, en fait j'ai fait du coaching et j'ai fait une thérapie brève. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, j'étais prête à l'entendre. C'est la personne avec qui je travaillais qui m'a dit mais vous n'avez pas besoin que tout soit parfait en fait. Pourquoi est-ce que vous voulez être une femme parfaite? Et ce jour-là, j'ai compris. Je me rappelle, c'était un coaching par téléphone, j'ai raccroché. Et ma petite fille, je la laissais pas manger toute seule, je la laissais pas apprendre à manger toute seule parce que forcément, elle mettait de la purée partout. Et moi, j'étais le genre de maman, je lui donnais une cuillère et limite entre 2 cuillères, je tamponnais comme ça, tu sais, avec un mouchoir. Et donc, je la laissais pas apprendre. Et quand elle était chez l'assistante maternelle, elle mangeait toute seule, et très bien. Et quand elle était à la maison, elle cherchait même pas à prendre la cuillère parce qu'elle avait compris que en fait maman ça la frustrait, enfin voilà, elle avait vu que dans mon comportement ça m'agaçait dès qu'il y avait quelque chose de travers. Donc à la maison elle essayait même pas. Et ce jour-là quand j'ai raccroché, j'ai dit en fait c'est terminé que ce soit parfait, c'est pas la vraie vie. Je suis en train de me rendre malade et de rendre malade aussi les gens qui vivent avec moi. Et je lui ai donné la petite cuillère, ça a été mon premier pas. Je lui ai dit, tu sais quoi, tu manges toute seule. Je m'en fous, vas-y, mets-en partout, on nettoiera après. Ça a été mon premier pas. Et ça a été gérable de voir qu'elle en était partie. Petit à petit, voilà. J'ai commencé à lâcher du lest sur chaque domaine, mais vraiment, ça n'a pas été... En fait, il y a eu vraiment un jour, je me rappelle clairement, il y a eu un avant et un après. Mais quand même, après, c'était un chemin où petit à petit, j'ai dû... lâcher des choses et après j'avais des retours en arrière et tu vois après il y a aussi quand tu prends la voiture et t'es sur l'autoroute et tu rates la sortie, alors ça pour moi c'était horrible. Je devenais folle et après c'était bah voilà j'ai passé une journée pourrie, alors non t'as juste raté une sortie d'autoroute, on se calme. Voilà, c'est juste un petit détour, c'est ça. Ouais. Alors, tu parlais par rapport à tes parents, le besoin d'être parfaite ou le désir d'être parfaite pour être aimée. Là, tu es mariée, quelque part, ton mari, il a épousé une femme parfaite. Oui. T'as pas eu peur de le décevoir, de plus être aimée à ce moment-là? Je crois que je me suis pas posé la question. Je pense qu'il a pris les devants parce que il s'est rendu compte que j'étais en train de m'épanouir. En lâchant ce perfectionnisme, j'étais en train de m'épanouir. Et que finalement, il est comme retombé amoureux de cette nouvelle femme qui était plus cool et qui finalement était fun et qui pouvait finalement rire d'une situation où avant elle aurait pété un plomb, donc c'était mieux pour lui je pense. Ouais. Finalement oui, c'était mieux pour toi, c'était mieux pour tes filles, c'était mieux pour tout le monde. Oui. On a vécu une anecdote là, c'est vraiment très récent, donc maintenant j'ai 3 enfants et on a notre cadette qui aime courir dans tous les sens et qui est vraiment la petite fille qu'on peut pas garder sous contrôle, qui m'a vraiment beaucoup aidée. Ouais, c'est ça. Qui m'aide et qui m'a beaucoup aidée et qui continue de m'aider vraiment à lâcher prise. Et donc on était à la plage et là on est en avril, donc c'est une saison où on se baigne pas, mais on y va quand même pour juste mouiller les pieds, etc. Puis on court le long de la plage et puis je dis on fait la course et à un moment donné je lui dis je passe devant toi pour la challenger un petit peu et ça dure quelques secondes et je me retourne et d'un seul coup je la vois dans l'eau avec de l'eau jusqu'au menton et je me dis mais c'est pas possible, donc je suis allée vite la chercher pour la sortir de l'eau et je lui dis mais qu'est-ce qui t'arrive, donc elle a 3 ans, je dis mais qu'est-ce que tu fais dans l'eau et elle me dit ben je voulais te gagner donc je me suis dit je vais plonger puis comme ça je vais aller plus vite. et clairement la Cindy perfectionniste qui voulait tout sous contrôle avant, j'aurais pété un câble en fait parce que moi j'étais trempée, on n'avait pas de tenue de rechange et puis c'est quoi cette gamine qui sait pas se tenir, qui fait n'importe quoi et j'aurais voulu trouver un coupable et forcément ça aurait été mon mari qui aurait été le coupable parce que c'était lui qui avait préparé le sac de plage et qu'il n'avait pas pensé à mettre la tenue de rechange. Et là, on a juste ri, on a pris des photos
Et mon mari me l'a dit, t'as vraiment changé, mais c'est tellement agréable parce qu'aujourd'hui on rit, on prend des photos et c'est pas bon ben voilà, c'est pourri, on rentre à la maison, c'est n'importe quoi, puis de toute façon c'est ta faute, enfin voilà. Oui, dans ce cas-là, la balade au bord de la mer se serait terminée en fiasco, Ah ouais, alors qu'elle clairement. s'est là terminée en photo et en éclat de rire. C'est ça, Ouais, c'est génial. voilà. Il y a une autre chose que je t'ai entendu dire par rapport à cette période de burn-out, c'est que, donc, comme tu avais pris un congé parental à ce moment-là, je ne sais plus si tu étais enceinte de la deuxième ou si la deuxième vient d'arriver. Pour la première, ouais. Et la deuxième aussi, ouais. Que tu t'es aussi retrouvée face à toi-même et face à une question que tu t'étais pas posée jusque-là, qui est qu'est-ce que je fais de ma vie? Ouais. Et quelque part, il y avait quelque chose de vertigineux dans le fait de se poser la question, mais surtout de ne pas avoir de réponse. Comment est-ce que tu as trouvé alors la réponse à cette question-là? Finalement, c'est comme si j'avais toujours su ce que je voulais faire de ma vie, parce que depuis toute petite, on me disait tu vas faire quoi quand tu seras grande? Bah, je vais faire du piano. Donc on pensait que j'étais quelqu'un de sûr. J'étais sûre de moi parce que je savais ce que je voulais faire plus grand. Et en réalité, à ce moment-là, je me suis dit mais à part ça, il y a quoi dans ma vie, à part le piano? Si on m'enlève le piano, je ne sais pas qui je suis. C'était comme devenu mon identité, le piano. Et je pense que j'ai trouvé la réponse déjà en cherchant à aller bien. Parce que j'ai juste cherché à aller bien, moi, en tant que femme. J'ai pas pensé finalement activité, métier, etc. Au départ, j'ai juste pensé à aller bien. Et je me suis rendu compte qu'en allant bien, ça faisait du bien autour de moi, à mes amis, à mes voisines, que je me transformais et que finalement ce que je vivais qui était personnel, c'était universel et que tout le monde a besoin de lâcher prise et que c'est un message qui fait du bien tout simplement. Donc après c'est juste une découverte pour moi pour aller bien et après c'est comment est-ce que je le partage, comment est-ce que je diffuse ça parce que ce bonheur-là, j'ai juste envie de le partager parce que je me rends compte qu'il y a plein de gens, il y a des gens qui sont quand même pas concernés par mon message de j'arrête d'être parfaite et qui disent non, moi je veux tellement que ce soit bien ordonné et ça fait partie de moi et je veux pas changer ça et ça les rend pas malades. Donc finalement la transition elle est là, c'est pas que c'est bien ou mal d'être perfectionniste, c'est est-ce que ça te rend malade? Voilà. C'est le degré de perfectionnisme. C'est le degré, ouais, c'est ça. Donc c'est comme ça que ça s'est fait petit à petit. Puis j'avais vraiment une vision d'y aller pas à pas. Au départ, c'était moi-même je fais appel à un coach, je fais une thérapie, etc. parce que je veux aller bien, je lis des livres, je me faisais des résumés, je soulignais, etc. Après, tiens, je vais écrire des articles à ce sujet, je vais avoir mon blog, puis je vais en parler un petit peu plus largement. Et après, mais je pourrais peut-être en faire un livre. Mais en fait, je pourrais donner des conférences à ce sujet. Enfin, voilà. Et ça s'est fait petit à petit, c'est devenu mon activité principale. C'est ça. Mais comme d'une façon naturelle, avec l'envie de transmettre toi-même ce que tu avais appris et acquis. Et voilà. C'est ça. Ouais. Ok. Et n'empêche que du coup, alors tu n'es plus perfectionniste, mais tu as remplacé ça par, je sais pas si le mot que tu mettrais là-dessus, mais de la détermination, ou en tout cas quelque chose de très très fort, parce que pour écrire tes livres, donc tu as été très très vite et tu as pu t'imposer une discipline assez de fer, avec te tenir à des horaires, même renoncer à ta série préférée, même laisser ton mari partir, sortir avec les enfants et toi continuer à bosser. Où est-ce que tu es allé chercher cette détermination-là? Justement, c'est que j'ai compris que, en fait, une personne perfectionniste, elle est tout noir ou tout blanc. Ça, là, t'es une bonne personne, là, t'es une mauvaise personne. Ça, c'est bien, ça, c'est mal, etc. Et j'ai réalisé que dans mon perfectionnisme, j'avais aussi des qualités. C'est-à-dire que parce que je suis perfectionniste, quelque part, je le suis encore. C'est juste qu'aujourd'hui, ça me rend plus malade. J'ai le souci du détail, je suis exigeante avec moi-même, je vais jusqu'au bout de mes engagements, et ça c'est parce que je suis perfectionniste finalement que j'ai ces qualités-là. Et c'est ce qui m'a permis en fait d'être disciplinée et de me dire non, je veux aller jusqu'au bout de ça, je suis déterminée, j'ai un engagement envers moi-même, je vais jusqu'au bout. Voilà comment j'ai réussi à aller jusqu'au bout et j'ai juste lâché la partie du perfectionnisme qui me rendait malade et qui était tu t'en demandes trop, tu connais pas tes besoins, tu dépasses tes limites, t'es chiant avec les autres, enfin voilà, tu vois. Parce qu'on pourrait se dire qu'il y a
une frontière très très fine finalement entre la petite Cindy qui, pour faire ses gammes, ne va pas au goûter d'anniversaire de ses petits copains, et la Cindy qui reste à la maison pour faire son livre. Mais c'est ce qu'il y a derrière le choix qui est différent, ou bien c'est parce que c'était plus mesuré dans le reste de ta vie? C'était plus mesuré, et c'était une saison particulière où je sais qu'il y a une fin. C'est pas... c'est-à-dire qu'avec le piano, c'était une exigence de tous les instants et de tous les jours et de toutes les semaines et de tous les mois et de tous les ans. Alors que là, c'était vraiment une saison particulière où je sais que ça commence maintenant, puis a priori ça va terminer dans 6 mois ou dans 1 an. Et donc voilà, on voit la fin et on est un peu dans un parcours, comme quelque chose un peu de sportif. Voilà. Et on voit la fin. Et tout à l'heure, tu m'as dit quel mot je mets en remplacement. C'est-à-dire que quand on lâche le perfectionnisme, qu'est-ce qu'on devient après? Pour moi, c'est l'audace. On devient audacieux, audacieuse. Quand on est perfectionniste, on tente pas des choses parce qu'on a peur que ça échoue. On se dit, bon, je vais pas y arriver, donc c'est pas la peine. De toute façon, ça va pas être l'idéal, donc de toute façon, c'est même pas la peine que j'essaie. Parce qu'on se contente pas en plus des petites victoires. Pour nous, les petits pas, c'est pas suffisant. C'est tout de suite high level. Et en lâchant ce perfectionnisme, je suis devenue audacieuse parce que j'ai osé des petits pas et j'ai osé potentiellement échouer. Et voilà. Et ça a été aussi un entraînement que j'ai fait, d'oser des petites choses avant de me dire je vais oser écrire un livre et oser transmettre mon message. Il y avait je vais oser dire à la boulangère que je préfère l'autre baguette parce qu'elle est moins cuite que celle qu'elle m'a donnée, tu vois. C'était à ce point-là. C'était pas possible ça avant. Ouais, c'est ça, j'ai vraiment dû m'entraîner, oser dire au restaurant que en fait dans la salade qu'ils proposent à la carte, est-ce qu'on peut échanger le poulet par de l'avocat? Voilà, et potentiellement on pouvait me dire non, c'est pas possible, et donc je pouvais me confronter à ce qui pour moi était un échec parce qu'on me disait non, et que voilà, et donc là, je me suis entraînée à tenter des choses comme ça dans mon quotidien, et ça a construit ma confiance après, que j'étais capable d'entendre des non et que j'étais capable de faire des demandes, et que voilà, j'ai progressé comme ça, je suis devenue plus audacieuse que perfectionniste. Et il faut bien ça pour être entrepreneur. C'est ça. Oui. Et dans ton parcours d'entrepreneur aussi, du coup, souvent, quelque chose qui peut être compliqué à gérer, c'est l'entourage. Mais toi, ton mari était déjà entrepreneur. Oui. Est-ce que pour toi, ça a été une chance et un fameux soutien, ou bien est-ce que ça a été quand même compliqué? Ça a été une vraie chance, parce qu'on a vécu l'inverse, où moi j'étais salariée et mon mari entrepreneur, et je n'avais pas la mentalité de l'entrepreneur, où je ne comprenais pas que pour moi, quand j'avais terminé mon travail, le travail c'était fini. On rentre à la maison, c'est fini. Et lui, avec sa mentalité d'entrepreneur, toujours dans l'innovation, dans la créativité, dans le réseau, et peut-être on est en train de regarder un film et ah punaise, je pense à ça, je vais le noter, et moi je comprenais pas ça. Et donc à l'inverse, moi j'ai pu être un frein pour mon mari quand lui il a commencé à entreprendre. Et donc moi quand je m'y suis mise, ça a été vraiment une chance d'avoir quelqu'un qui comprenait que j'étais en train de changer de mentalité, et que j'étais en train de me mettre à fond dans mon projet, et que ça comptait tellement pour moi que forcément ça allait un peu sur toutes les sphères de notre quotidien après. Et des fois on mange entre amis et je pense à quelqu'un qui dit quelque chose, je dis il faut que je le note, ça me fait penser à telle citation, tel livre, et voilà. Et finalement on sait faire la part des choses entre il faut arrêter de travailler le week-end par exemple, nos téléphones sont éteints, on a une soirée dans la semaine où c'est vraiment soirée famille, mais malgré tout c'est quand même un mode de vie d'entreprendre en fait, tu vois, c'est au quotidien tout le temps quelque part. Mais où du coup vous comprenez l'un oui, l'autre. C'est ça, oui. Ouais. Ok. Je te remercie beaucoup pour tout ce témoignage-là, et pour conclure cette interview, si tu avais toi maintenant vraiment le conseil en or que tu donnerais à quelqu'un qui s'épanouit pas pleinement dans sa vie professionnelle, qui manque de sens, qui se sent pas trop à sa place, mais qui sait pas, soit qui sait pas quoi faire, qui sait pas par où commencer, ou qui a trop peur pour poser le premier acte, quel pourrait être ton conseil à toi pour une personne comme ça? Je pense que ça serait bien de faire la liste de toutes les choses que cette personne ne s'autorise pas au quotidien. Et au départ, ça ne veut pas être forcément quelque chose qui est dans la sphère professionnelle.
Peut-être que c'est je m'autorise pas à me faire un cadeau, je m'autorise pas à prendre du temps pour moi, je m'autorise pas à, enfin voilà, je ne sais pas, je m'autorise pas à recevoir un compliment et dire tout simplement merci. Je suis toujours obligée de dire non, mais peut-être qu'il le pense pas vraiment, qu'il voulait juste me faire plaisir. Voilà, en fait, la liste des choses qu'on s'autorise pas et commencer à s'autoriser parce que pour s'épanouir dans sa vie professionnelle, je pense qu'il faut vraiment s'autoriser à prendre cette place, à exister, à oser, et ça passe par voilà, s'autoriser tout simplement les choses qu'on ne s'autorise pas. Et quand on ne s'autorise pas, est-ce qu'on se rend compte qu'on ne s'autorise pas? Je pense que quelque part, on s'en rend compte sur le moment. Par exemple, tiens, j'aimerais bien me faire des vacances. Oui, mais non. Oui, mais pourquoi? Mais non. Est-ce que c'est... Oui, mais j'ai pas le budget. Oui, mais pourquoi? Parce que si, en fait, on regarde réellement combien ça coûte et qu'on fait un plan peut-être sur plusieurs mois et finalement c'est possible, mais pourquoi est-ce qu'on dit non tout de suite? Ben, en réalité, j'ai pas d'argent, j'ai pas de temps, c'est pas possible, tout ça, ce ne sont pas des arguments valables. En réalité, c'est parce qu'on s'autorise pas. Voilà. Donc c'est presque une observation, une vigilance de tous les instants, de voir qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qui motive nos décisions pour faire ou pour ne pas faire. Oui, c'est ça. J'ai une petite anecdote à ce sujet si on a encore le temps, une dernière. Et c'est assez récent en plus. Je suis allée un matin, j'avais réservé la matinée pour les choses qui concernent la maison. Donc je suis allée faire le plein de l'essence. J'ai dépensé, je sais pas, 60 € pour mon plein d'essence. Je suis allée faire les courses. J'ai dépensé, je sais pas, 150 € de courses. Voilà. Et puis en passant, je suis passée devant une bijouterie et j'ai vu un bracelet que je trouvais vraiment beau. Et ça va très vite dans les pensées. Je me suis dit, bah non, c'est pas pour moi, c'est pas prévu dans le budget, genre non. Et je suis revenue en arrière, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je m'autorise en fait à dépenser tant dans ma voiture, à dépenser tant dans mon frigo, à dépenser tant pour ma famille, etc. Et je prends pas le temps de m'autoriser une fois dans l'année. En plus, je venais d'avoir mon anniversaire quelques jours avant. De faire quelque chose juste pour moi. Et donc je suis retournée et finalement j'ai acheté ce bracelet, pas tellement, enfin je le trouvais vraiment beau, mais c'était aussi pour comme marquer d'un acte pour mon cerveau qui comprenne que oui, tu as le droit de t'autoriser ce cadeau et de prendre ce temps pour toi et de faire quelque chose qui est d'habitude que tu ne fais pas en fait. Ouais, voilà. Et ça c'est peut-être un détail qui aurait pu passer inaperçu. Mais dans mes pensées, maintenant, j'ai appris à me dire « Ah, attends, pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que tu passes et tu dis non tout de suite? C'est quoi l'origine de ce non ?» Voilà. Et ça, c'est le fruit justement de tous ces coachings et de tout ce parcours, d'arriver à presque t'auto-analyser instantanément. Oui, c'est ça. Ouais, c'est une nouvelle façon de penser. L'ancienne pensée, elle existe toujours parce que c'est comme une autoroute dans ma tête. C'est le chemin que j'ai le plus emprunté pendant 25 années de ma vie, donc forcément j'ai plus de ce chemin-là que des autres. Et quand on crée un nouveau chemin dans son cerveau, c'est un peu comme passer à travers une jungle et au début on va se prendre des ronces et le chemin il n'existe pas trop. Mais plus on passe par un autre chemin, plus ça devient un sentier et ça devient quelque chose où ça devient facile d'emprunter, passer par une nouvelle habitude ou une nouvelle façon de penser. Et transformer le petit sentier de la jungle finalement en nouvelle autoroute. Voilà, c'est ça. Oui. Et mais comme tu dis, du coup, par tous des petits pas qui font que le cerveau, tu as utilisé cette expression, habituer le cerveau à c'est ça. lui montrer que c'est possible. Oui, ouais. Éduquer notre cerveau. Voilà, c'est ça. Eh bien, un grand merci Cindy pour toutes ces informations précieuses. Si on veut en savoir plus sur toi, donc il y a ce blog J'arrête d'être parfaite, .com. Voilà, où on trouve du coup tes articles, ce que tu fais, tes livres, etc., etc. Ouais. Parfait, je mettrai les liens en dessous de la vidéo comme d'habitude, bien sûr. Encore un grand merci pour ce temps et un grand merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si vous pensez qu'elle peut en inspirer d'autres également. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.